Nous sommes le 11 mars 1936, à 300 mètres au large de la petite ville côtière de Plaka. Epaminondas Remoundakis n'a que 22 ans et il a le sentiment que sa vie s'achève. La petite île de Spinalonga dresse sa citadelle austère devant lui. Cette colline d'à peine 300 mètres de large sera désormais son unique horizon. Il est si triste qu'il ne voit pas la beauté du ciel clair qui se perd dans l'azur translucide de la mer. Sur le quai, des dizaines d'yeux le scrutent. Les lépreux reclus sur l'île maudite sont venus accueillir silencieusement leurs nouveaux voisins. C'est même pour eux la distraction de la journée. Epaminondas est conduit vers le sommet du petit village. Il faut faire attention, on pose les pieds sur ces sentiers escarpés entre les maisons de pierre sèche. Maria, sa sœur, habite sur les hauteurs de l'île depuis plusieurs mois déjà. Elle aussi, elle souffre de la lèpre. Lorsque le jeune Crétois retrouve sa sœur, il s'aperçoit qu'elle a les yeux rougis par les larmes. Se retrouver dans un exil n'a rien de joyeux. Malgré l'angoisse, Epaminondas dort toute la nuit, comme assommé par une malédiction. Le lendemain, à 9h, on vient le chercher pour aller au café. Il y en a 3 sur ce minuscule îlot et ce sont les seuls endroits où traîner son ennui. La belle lumière dorée du sud de la Méditerranée ne suffit pas à réchauffer le cœur du jeune juriste. En arrivant sur la terrasse du café qui fait face à la côte crétoise désormais interdite, Epaminondas réalise cependant à quel point le paysage est magnifique. Des maisonnettes blanches s'accrochent aux courbes des collines reverdies par le printemps dont les pentes viennent se jeter dans une mer cristalline. D'autres habitants de la cité maudite arrivent bientôt pour prendre le café avec le petit nouveau. Certains sont là depuis plus de 20 ans. La lèpre les a déjà copieusement rongés. Ils racontent aux jeunes juristes toutes les injustices qu'ils subissent, leur abandon, la réclusion. En les écoutant, Epaminondas se sent revigoré. Il rêvait d'être avocat pour défendre les malheureux. Alors voilà sa mission. Il sera l'avocat des Spinalongites contre le monde. Je suis Virginie Giraud et je vous emmène au cœur de l'histoire, un podcast produit par Europe 1 Studio. Spinalonga, l'île aux lépreux. La Crète a une histoire plusieurs fois millénaire très riche. Sa position stratégique en Méditerranée en a fait un enjeu de pouvoir entre les Grecs et les Turcs. En 1908, la Crète et la Grèce décident de s'unir. Leur volonté de ne former qu'un seul pays est reconnue sur le plan international en 1913. Né l'année suivante, en 1914, le petit Epaminondas Remoundakis est donc bien grec, même si on est avant tout crétois par le cœur. L'île, qui vit autrefois la grandeur de la civilisation minoenne, est alors pauvre mais paisible. Epaminondas grandit dans la chaleur d'un foyer aimant dans la ville d'Agia Triada. En 1926, la grande catastrophe ébranle la Grèce et la Crète. Cet épisode de l'histoire désigne d'importants mouvements de population entre la Grèce et la Turquie. Les deux pays ont été en guerre entre 1919 et 1922. Et en 1923, le traité de Lausanne prévoit qu'1,5 million de chrétiens d'Asie mineure quittent la Turquie pour la Grèce et la Crète, alors que 500 000 musulmans de Grèce partent pour la Turquie. La Grèce et la Crète font face à un surpeuplement soudain qui favorise la pauvreté, le manque d'hygiène et, in fine, le développement des maladies infectieuses, dont la lèpre déjà très présente en Crète. La lèpre. On l'appelle aussi maladie de Hansen parce que le médecin Armauer Hansen découvre le bacille responsable de cette infection en l'observant au microscope en 1873. Je vous préviens, les symptômes de la lèpre ne sont pas glamour. Ça commence par un bon rhume, sauf que le mucus nasal est plein de bacilles de la lèpre. Les gouttelettes virales et la salive sont les principaux fluides contaminants. Et puis, on peut incuber la maladie pendant 5 à 20 ans. Ensuite, les lésions cutanées et nerveuses apparaissent. La maladie grignote les nerfs et les chairs, fait pourrir les extrémités qui tombent, rend aveugle et déforme le visage. Oui, c'est effrayant. Voilà pourquoi on isole les lépreux depuis le Moyen-Âge.
Ils inspiraient une terreur divine et vivaient de la mendicité et de la charité. Depuis 1901, une loi ancrète les parquets dans 4 quartiers dédiés. En 1904, le prince George, l'aïeul de l'époux de la reine Élisabeth II d'Angleterre, et les autorités crétoises ont décidé de faire de l'île de Spinalonga une léproserie. C'est là qu'on envoie les moribonds à distance des personnes saines, mais toujours à vue. Épaminondas grandit donc dans cette Crète ensoleillée où chaque famille compte au moins un lépreux. Les enfants ont même peur d'eux, un peu comme de monstres dont il ne faut pas s'approcher. Les parents d'Épaminondas ont de l'ambition pour leurs enfants et veulent envoyer leur fils faire des études à Athènes. Mais, alors que notre petit héros a une 12aine d'années, lors d'une visite médicale à l'école, on trouve des taches rougeâtres sur ses bras. Ce sont les premiers signes de la maladie de Hansen, mal dont est déjà atteinte sa sœur aînée Maria. Les parents envoient malgré tout leurs enfants à Athènes. Épaminondas et Maria sont soignés à l'Institut Pasteur. À l'époque, on essaye de limiter les symptômes, mais on ne sait pas encore guérir la maladie. Les piqûres qu'ils reçoivent provoquent de lourds effets secondaires, mais la maladie semble régresser. Le jeune Crétois peut donc faire de brillantes études secondaires. Il intègre même la faculté de droit. En mars 1935, une tentative de coup d'État d'officiers grecs ébranle le pays. Une politique répressive se met en place et commence à restreindre drastiquement les libertés. Sous prétexte de protéger la population, les malades de la lèpre sont traqués par la police et envoyés dans des institutions fermées. C'est là que Maria est arrêtée et débarquée sur l'île de Spinalonga. L'année suivante, en 1936, Épaminondas doit lui aussi passer une visite médicale imposée par la police. Il fait tout pour avoir l'air sain, mais les discrets stigmates de la lèpre sont bien là. Et après un passage par la léproserie d'Agia Varvara à Athènes, l'étudiant en droit est envoyé, lui aussi, sur l'île maudite. Il a 22 ans et ses rêves de devenir avocat sont brisés. Spinalonga est un drôle de lieu. C'est une colline qui émerge de l'eau à 300 mètres des côtes crétoises. L'île conserve d'anciennes fortifications militaires vénitiennes. Il y a encore des aires d'artillerie et des demi-lunes. La côte ouest, qui s'ouvre vers le large, est battue par les vents. Les rares arbres sont inclinés, la terre est sèche, trop aride pour les cultures. La côte est, abritée dans la baie des Lunda, est couverte de petites habitations en pierre qui ressemblent à des cabanes de bergers. Il y a une rue principale et des sentiers qui serpentent entre les maisons sur les hauteurs. La nature environnante, typique des îles grecques, est sublime malgré son austérité. Mais quelle tristesse pour les 330 habitants de Spinalonga. Certains vivent là depuis presque 30 ans. Pour tuer l'ennui, il n'y a guère que l'alcool. L'ivresse pousse à la bagarre, mais les médecins de l'île et le directeur de la léproserie ont renoncé aux peines de prison dans l'une des pièces de l'ancienne forteresse vénitienne. Un jour, un lépreux détenu pour une courte peine a mis le feu à la porte pour pouvoir rentrer chez lui. Et un autre a préféré rester dans sa cellule après sa peine de 48 heures parce qu'il n'avait pas fini de réparer son filet de pêche. À Spinalonga, on peut se bagarrer, mais personne n'aurait l'idée de voler son voisin, et quand quelqu'un est au plus mal, on l'aide. C'est comme ça. Épaminondas découvre que sur l'île, il y a aussi 10 lavandières, des femmes saines qui lavent le linge et les bandages des malades, des vraies saintes. Mais on manque de médicaments et d'infirmiers. Le médecin n'est pas là tout le temps et parfois, les moribonds sont obligés de s'amputer entre eux avec une vieille scie quand un de leurs membres est trop pourri. Certains survivent même à ce traitement. Le jeune juriste se donne pour mission de redonner de la dignité aux Spinalongites. Une semaine après son arrivée, le premier ministre du pays, Elefthérios Venizelos, décède. Comme il était crétois et très apprécié de la population, Épaminondas décide d'organiser une cérémonie en son honneur dans la petite église orthodoxe de Spinalonga. Une fête religieuse très chic, comme il en a vu à Athènes. Il convie pour l'occasion des habitants de Plaka et des Lunda, les villages voisins. Certains viennent et sont surpris par le faste de la cérémonie. C'est une première victoire pour le jeune juriste qui vient de recréer des liens humains entre son îlot et le monde autour. Alors, quelques jours après, il crée avec l'autorisation du directeur de l'île la première corporation des malades de Hansen avec un conseil d'administration élu. Et voilà comment naît la confrérie des malades de Hansen, qui compte alors une 60aine de membres.
Epaminondas est en train de resocialiser les Spinalongites et de redonner du sens à leur vie, une raison de se lever le matin qui ne se limite pas à aller boire du raki au café. Avec sa petite association, le jeune juriste fait pression sur l'administration pour embaucher des infirmières et se procurer de la chaux pour blanchir les maisons et assainir les fosses septiques dont l'odeur immonde empuantit les rues. En quelques mois, les ruines du fort vénitien se sont transformées en un petit village presque coquet. La majorité des Spinalongites cessent même de dépenser leur pension en alcool et s'achètent de nouveaux vêtements pour le plaisir d'être correctement habillés dans la rue. Le jeune homme a fait de ce mouroir abandonné une vraie cité, mais une cité de laquelle on ne sort jamais. Suite à la mort du premier ministre Vénizelos, Ioannis Metaxas devient premier ministre et décrète l'état d'urgence pour redresser un pays qui part politiquement à volo. Cet état d'urgence est en réalité une dictature qui offre tout de même à ses lépreux de meilleures conditions de vie, mais pour qu'ils ne quittent jamais leur île. Des pans entiers de la citadelle vénitienne de Spinalonga sont détruits pour laisser place à de nouvelles maisons. En 1938, les travaux d'une maison de convalescence commencent au nord de la rue principale. Il s'agit d'un petit immeuble en béton avec des balcons au garde-corps en métal. Il y a même maintenant une petite école sur l'îlot pour les enfants lépreux et les enfants sains nés sur l'île car, de temps à autre, un petit miracle se produit. Souvent, le jeune juriste y donne des cours parce qu'il est le plus instruit. Epaminondas, qui refusait lui-même de se marier sur cet îlot sans espoir, est rattrapé par ses pulsions de vie. Il épouse en 1939 une jeune fille nommée Tassia. Celle-ci était arrivée sur l'île avec les premiers symptômes de la lèpre à l'âge de 9 ans. Spinalonga est tout son monde et seule la radio permet de se projeter au-delà de cet horizon étriqué. Et la radio, en cette fin des années 1930, annonce de bien mauvaises nouvelles. En 1940, la Grèce entre dans la Seconde Guerre mondiale du côté des Alliés. Elle est attaquée par les Italiens et les Allemands. Depuis leur îlot maudit, les lépreux assistent à ce que les historiens appelleront la bataille de Crète en mai 1941. Les moribonds regardent avec anxiété le spectacle furieux des bombes qui explosent à l'est, du côté d'Héraklion, et à l'ouest, au large, une bataille navale fait rage. Ils sont terrorisés. On dit que si les Allemands venaient à contrôler la Grèce, tous les lépreux, fardeaux inutiles à la société, seront tués. À partir de 1943, ce sont les Italiens qui occupent l'est de la Crète. C'est donc avec eux que Epaminondas décide d'aller négocier un ravitaillement. Avec une délégation de malades, il quitte son île sur un petit bateau pour se rendre à l'état-major à Elunda. Il y a urgence. Spinalonga n'est plus ravitaillé et sa terre est trop aride pour en tirer une nourriture suffisante. Il serait inhumain d'affamer les malades. La plaidoirie fait mouche. Le lépreux est assez convaincant pour obtenir un peu de nourriture, mais à ce moment-là, il faut dire que toute la Crète a faim. Les matières premières sont rares et la monnaie dévaluée a laissé place au troc. Les 4 années de guerre ont tant et si bien affaibli les malades que beaucoup sont morts malgré les efforts d'Epaminondas pour assurer leur subsistance. Maria, sa sœur, fait partie de ceux qui ont rejoint leur créateur. En septembre 1944, la guerre s'achève. Les Spinalongites continuent à vivre comme ils le peuvent. Ils attendent maintenant un nouveau traitement, le diazone dont on commence à peine à parler. À partir de 1948, cet antibiotique arrive à Spinalonga. Epaminondas a déjà perdu la vue depuis 1 an. Le diazone ne lui rendra ni ses doigts tombés ni ses yeux, mais la maladie est vaincue. À partir de 1957, les premiers Spinalongites officiellement guéris quittent l'île. Epaminondas et Tassia s'installent à Agia Varvara, au sud d'Héraklion. C'est là que, dans les années 70, le juriste de Spinalonga racontera son histoire dans ses mémoires et devant les caméras de télévision pour que l'on n'oublie pas l'angoisse de ceux qui ont été chargés par le destin de ce mal. Mais ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres, et elle se dilue dans la suite des temps. Au printemps 2022, je suis allée en Crète. J'ai réservé un hôtel à Plaka, au bord de la mer. Arrivée dans ma chambre, je vois par la fenêtre un îlot juste en face de moi avec des habitations qui semblent abandonnées et des touristes qui se promènent dans des tenues colorées. Intriguée, je me renseigne.
Je découvre alors l'étrange histoire de Spinalonga. Ce sera donc ma première visite touristique dès le lendemain, avant même le palais de Knossos. L'île a la couleur ocre des pierres sèches et des terres arides. La rue principale a la poésie mélancolique des ruines. La chaux, qui couvrait autrefois les murs des maisons, a disparu. La végétation lézarde les murs et les toitures se sont envolées. Le soleil blond du sud caresse chaque jour le chantier jamais achevé de la maison de convalescence et les cafés se sont mués en petits musées spartiates. On croirait un décor de théâtre au milieu d'une eau translucide hésitant entre le vert des émeraudes et le bleu des saphirs. On peine à imaginer la détresse des lépreux tant le paysage a de charme bucolique. Quelques mois plus tard, je trouve fortuitement dans mon service de presse les mémoires d'Epaminondas Remoundakis, le juriste de Spinalonga. En les lisant, j'ai été touchée par sa résilience, la puissance de la vie en lui, même quand tout semblait perdu, et son envie de raconter son histoire. Alors, c'est par admiration pour lui, et pour partager l'émerveillement mélancolique ressenti à Spinalonga, que j'ai eu envie d'écrire cet épisode au cœur de l'histoire. J'espère qu'il vous a plu, et qu'il allume en vous l'étincelle joyeuse de l'espoir. Au cœur de l'histoire est un podcast produit par Europe 1 Studio. À la production, Caroline Garnier. À la réalisation, Nicolas Gaspard. À la direction artistique, Julien Tarot. À la composition des musiques originales, Julien Tarot et Sébastien Guidis. À la communication et à la diffusion, Nathan Laporte et Marie Corpet. Et moi, la plume et la voix d'Au cœur de l'histoire, je vous retrouve tous les jours en podcast sur votre appli favorite et tous les week-ends sur Europe 1 à 15h. À très vite.